Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. 4e édition du forum Ville durable franco-chinois de Wuhan. Nouveau plan urbain de développement pour 2035. La capitale renforce la protection des bâtiments historiques. Les étudiants chinois à Dijon pour percer les secrets des vins de Bourgogne. Un portrait de Mao Tse-tung vendu aux enchères pour 12,7 millions de dollars. La 4e édition du Forum franco-chinois sur la nouvelle ville durable s'est tenue à Wuhan du 26 au 28 septembre 2017. Il s'agit d'un des événements franco-chinois les plus importants du mois sur l'environnement. Un dialogue avec les entreprises figurant sur la liste des top 500 et une conférence simulée sur le climat ont été organisés pour des spécialistes français et chinois de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, des transports et du financement de projets urbains. Ces spécialistes ont également discuté de la réalisation de projets urbains entre les deux gouvernements et du rôle de l'éco-cité de Wuhan dans le cadre des nouvelles routes de la soie. À cette occasion, l'ambassadeur de France en Chine, M. Jean-Maurice Ripert, et 40 représentants d'entreprises françaises ont visité la ville. C'est le projet le plus exemplaire parce que c'est là où la volonté chinoise et la volonté française de travailler ensemble pour une transition écologique durable est la plus évidente. Ça n'est pas une question d'argent, c'est une question de savoir-faire ensemble. Et c'est ça que les deux présidents de la République veulent faire. C'est ça que les deux premiers ministres ont signé il y a plusieurs années en lançant le projet. Donc c'est un projet extrêmement important sur le plan politique et sur le plan concret de la réalisation d'un exemple qui peut-être pourra apporter des solutions aussi au reste du monde. Beaucoup de grandes entreprises françaises, mais aussi des plus petites, participent au projet. C'est aussi leur donner l'occasion de comprendre le monde chinois. Et donc c'est aussi un projet qui est porteur de beaucoup d'autres projets, nous l'espérons. Après avoir été officiellement approuvé par le gouvernement du UV au début de l'année, le projet de la ville durable est entré dans sa phase de planification et de réalisation de quartiers expérimentaux. Les prochaines étapes, il faut entrer dans une phase expérimentale pour réaliser les prescriptions urbanistiques et architecturales. Il faut entrer dans des phases opérationnelles maintenant et pour ça, il faut définir en termes spatiaux les intentions, les ambitions, les volontés de qualité de l'espace, des espaces partagés par l'ensemble des habitants de la ville et le rapport à la nature, le rapport à l'eau, tout ça nécessite qu'on fasse des prescriptions. Depuis la première édition en octobre 2014, le forum est devenu une plateforme de promotion d'échanges urbains et continue d'attirer des investissements. Durant ce forum, 21 accords ont été signés, dont 10 sur l'énergie, l'exposition, le tourisme, qui implique un investissement total de 126 milliards de yuans. Le nouveau plan d'urbanisation de Beijing vise à faire de la capitale chinoise une ville harmonieuse et vivable. Reportage. 3 ans de compilation et 7 tours d'amendement, le nouveau plan d'urbanisation de Beijing vise à faire de la capitale chinoise une ville harmonieuse et vivable d'ici 2035, en dispersant les fonctions non capitales et en résolvant les problèmes comme la surpopulation ou la pollution de l'air. Pour alléger les problèmes de la ville, le programme restructure par exemple la ville en un centre-ville, un sous-centre, 2 axes et 10 zones suburbaines. Le nouveau plan est en ligne avec la tendance mondiale au développement urbain. Il est similaire à celui de villes comme Paris ou Tokyo, mettant en lumière le développement de centres de sous-villes qui peuvent alléger le fardeau d'une population toujours grandissante. Le plan cherche à réduire la croissance de la population de la ville en la gardant à long terme autour de 23 millions d'ici 2020. Elle est aujourd'hui environ 21 millions. La ville prévoit de réduire le nombre de terrains ruraux et urbains disponibles pour la construction tout en augmentant la zone de contrôle écologique. Avec la stratégie de développement Beijing-Tianjin-Hebei en tête, le nouveau plan requiert aussi une plus grande vision de l'interconnectivité régionale. Les experts disent que l'approbation du nouveau plan est seulement une étape dans le processus. Des plans plus détaillés suivront qui iront même jusqu'en 2050. Un grand plan est plus comme une vue d'oiseau sur la disposition d'une ville, ce qui n'est pas suffisant pour un développement urbain durable.
Ce qui est le plus important, ce sont les plans détaillés et la gestion adroite de chacune des rues. Nous sommes heureux de voir que le programme a été approuvé, mais le véritable défi sera d'assurer que les habitants en profiteront réellement. Le nouveau plan directeur urbain de Beijing souligne l'importance de préserver les bâtiments historiques de la ville. Visite de l'une des célèbres ruelles historiques, appelée localement Hutong, pour y découvrir les efforts investis afin que la ville ne perde pas de son identité culturelle. Pour plusieurs habitants de Beijing, comme Madame Tang, les conditions de vie se sont améliorées. Le gouvernement a démantelé les structures illégales. De vieux bâtiments ont aussi été rénovés, alors que la ville travaille à améliorer les infrastructures de ces petites ruelles, tout en s'assurant d'en préserver la valeur historique et culturelle. Le processus de restauration nous a été bénéfique. La plupart des gens qui vivent ici dans les vieux rotonds sont des personnes âgées. Les routes plus lisses et un meilleur système de traînage nous procurent plus de commodités. Beijing prend au sérieux l'aménagement urbain, son développement et sa gestion. Zhao Jing est urbaniste à l'Institut municipal de planification et de conception de la ville de Beijing. Elle est aussi la secrétaire générale de l'Association de conservation du patrimoine du Hutong de Xijia. Elle dit que les bâtiments devraient respecter les exigences de conception en termes de force, de couleur, d'échelle et de hauteur. Au musée du Rotong de Shijia, nous expliquons aux gens que la restauration et la rénovation des anciens secteurs est importante. Et de façon plus significative, il est aussi important d'obtenir la participation des habitants locaux pour que l'esprit traditionnel et la culture de Rotong transmis par leurs ancêtres soient aussi transmis à la génération suivante. Le plus récent plan d'urbanisme de Beijing souligne l'importance de protéger les zones historiques de la ville, vieilles de plus de 3000 ans. Le gouvernement a déployé des efforts sans précédent pour faire face aux bâtiments construits illégalement dans les ruelles et sur les artères principales, et ce afin d'améliorer l'environnement global. Cette année, les districts de Xicheng et Dongchen, qui se trouvent au centre de la ville, envisagent de déménager les résidents actuels de 26 bâtiments historiques, tels que d'anciennes salles de guildes, des temples et d'anciennes résidences de personnages historiques. La protection des anciens bâtiments est à ce moment-ci cruciale. Il y a eu ces dernières années un manque de sensibilisation envers la protection culturelle en raison des constructions improvisées dans les plus anciennes parties de Beijing. Les gens ont l'habitude de croire que les anciens bâtiments sont toujours brisés et qu'ils ne paraissent pas bien, mais aujourd'hui, nous devons changer notre mentalité et voir que ces maisons historiques méritent une meilleure protection. Et tous ont la responsabilité de protéger ces sites culturels historiques. Les autorités ont aussi dit que la nouvelle politique n'en est pas une d'une seule taille et qu'elles continueront de la planter étape par étape, selon les conditions actuelles des quartiers résidentiels. Elles ont aussi indiqué que l'opinion des résidents serait prise en considération et que leurs droits et intérêts légitimes seraient protégés. Dans une salle de classe de la School of Wine de Dijon, des étudiants examinent au fond de leur verre un nectar de Bourgogne couleur rubis. Une dizaine de Chinoises, la moitié du groupe, sont assises au premier rang. Reportage. Dans cette salle de classe d'une vingtaine d'élèves, la moitié d'entre eux sont de nationalité chinoise. L'objectif, l'immersion dans la culture viticole bourguignonne. La School of Wine de Dijon accueille de plus en plus d'étudiants étrangers. À l'époque, ils étaient très timides. Ils ne participaient pas vraiment et ils n'avaient pas de grandes connaissances en la matière. Et ça a complètement changé ces 15 dernières années. Maintenant, nous avons des étudiants chinois qui sont souvent autant expérimentés, aussi bons goûteurs et qui s'y connaissent autant que les Français, les Américains ou les Italiens que nous recevons. Il y en a aussi qui sont moins bons, mais il n'y a pas de distinction entre les Chinois et les autres groupes. Encore peu nombreux il y a une quinzaine d'années, ils représentent aujourd'hui près de 30% des 135 étudiants de l'établissement. Dans ce cours de dégustation, les étudiants s'appliquent à décrire l'arôme du vin, sentir les arômes pour en retrouver les cépages. Pour s'initier au grand cru et au climat de Bourgogne, ces étudiants chinois sont prêts à débourser jusqu'à 13 000 € par an. En Chine, le vin c'est comme un produit de luxe. Les Chinois aiment les prix élevés, le haut de gamme. Et quand je dis à mes amis que j'étudie le management du vin, ils me disent « Waouh, c'est cool !» Je pense que c'est un travail respecté.
Je pense que pour la plupart des consommateurs chinois, le vin français est le meilleur parce qu'il a une histoire, il est célèbre dans le monde entier. Donc pour les consommateurs chinois, nous aimons mieux le vin français. Diplôme en poche, la plupart de ces étudiants rentreront en Chine vendre du vin français ou travailler dans la jeune viticulture chinoise. Gong Liangping est une ancienne élève de la School of Wine. Elle a décidé de s'installer définitivement en France. Gong organise désormais des séminaires pour former ses compatriotes au savoir-faire français. C'est un métier actuellement qui rend rentabilité en Chine. En Chine, on a un marché énorme pour les vins, soit pour les vins importés ou bien pour vins locaux. Donc il y a des possibilités. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent en France, pas seulement pour le commerce, il y a aussi faire les études d'onologie et viticulture aussi. La Chine produit aussi ses propres vins. Ils représentent 80% de la consommation du pays. Un secteur d'activité florissant où beaucoup reste à faire. Mais pour Gong, impossible de concevoir son métier loin des vignes bourguignonnes. Un portrait sérigraphié de l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong, réalisé en 1973 par Andy Warhol, s'est vendu aux enchères pour 12,7 millions de dollars à Hong Kong. Reportage. Cette vente, présentée par son organisateur comme la première vente significative d'art occidental contemporain à Hong Kong, intervient sur fond de demande croissante de la part des collectionneurs de la région, en particulier de Chine. Elle a beaucoup attiré l'attention avant même le coup de marteau, l'utilisation de toute image de Mao restant très sensible en Chine, où les célèbres portraits de Mao réalisés par le pape du pop art sont controversés. Le culte de la personnalité entretenu autour de lui durant les années 1960 et 1970 a produit de nombreux portraits et statues aujourd'hui largement disparus. Warhol, qui a visité la Chine en 1982, 5 ans avant sa mort, avait réalisé des centaines de portraits de Mao très colorés avec des touches de maquillage. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.